This meeting is being recorded. Ah, et comment je dois faire? Est-ce que je dois le fermer alors? Allô? Allô, Cathy, comment ça va? Je t'entends là sur le Zoom. Hein. Ah, d'accord. Non, mais, non, mais j'ai le souci que je ne comprends pas. Ça grésille un peu, ça crache en fait. Je sais pas. Mais là, on t'entend très bien. Là, on t'entend très bien. Les gars, là, tu me parles au téléphone, on t'entend très bien, mais on t'entend aussi via Zoom. Hein. Coupe le micro. Attends, moi aussi. Attends, je coupe aussi mon micro. Attends. Mais les communicants peuvent parler. Hein. On a commencé à l'enregistrement. Merci, Maestro Konakero. Est-ce que ça va mieux là, Président? Il essaie, il est en train d'arranger. Il essaye? Oui, il essaie. D'accord. Est-ce que Echo Mini est connecté? Non? Non, elle n'est pas là. Mais, j'ai vu les... Ah, hermano, Ariel. Il est là. Ah oui, là, c'est toi là-bas, oh mon Dieu. Buenos días, mi hermano. Buenos días, buenas madrugadas por allá, ¿no? Pues sí, Ay, hermano. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo va todo? Todo bien, gracias a Dios. Aquí vamos, en la lucha, como siempre. Ah, bueno. Pa'lante. Bonjour a tout le monde. Hey, Ariel, bonjour. Ça va, mon cher professeur? Ça va et toi? C'est trop tôt pour toi. Oui, c'est très tôt, c'est 3h30. Oh. Bon, ça change un peu aussi. Dans la Caraïbe, le soleil est levé, non? Pas encore. Hein. Tout est nuit, hein? Tout noir. Dans 1 heure ou 2. Oui, on espère bien. Bon, je crois que c'est à partir de 7h, 6h30, je crois. Ah, d'accord. Qui commence à sortir le soleil. Ah, d'accord. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. On est là, on est là.
Paula, bonjour à tous. Bonjour Ariel. Bonjour Etonam aussi. Bonjour, ma soeur, ça va? Ça va et toi? Ça va, tranquille. NUX mode. Non, je ne sais pas que ça grésille où, mais ça grésille un peu. Bonjour Fabio. Est-ce que ça va mieux pour toi, d'accord, là, président? Et Kobio Palenquero. Marilyn, bonjour. Oui, maestro. Ça va? Tu vois qui est entré ou tout ça? Oui, oui, là, c'est bien. Bon, les recettes. Ouais. Les Kobe sont là. Ah, les échos bien. Prof, Oui. il y a Madame Alela depuis le Gabon qui voudrait dire un mot. Ah oui, mais tout le monde peut parler, il n'y a pas de souci. Ah ouais, Kokamba, autant qu'à. Baramingi. Ah, Baraïta, comment ça va? Ça va, merci beaucoup. Je voulais vous encourager ce matin parce que là, je vais, comme j'ai dit, au deuil. Et j'y serai quasiment jusqu'à 13h, 14h. Donc, mais je suis de tout cœur avec vous. Je vais essayer de mettre le micro pour vous suivre autant que possible. Et je reviendrai après. D'accord, donc bon, bah, tu seras avec nous activement pour la session de l'après-midi. Voilà. On reprend à 15h. Toi vraiment, hein, Ekobio, Mayor. Oui. Donc, retiens ton cœur, on est tous avec toi, on est tous avec vous et les choses se passeront bien.
et celle pour qui on rend cet hommage se réjouira. Hein, voilà, son étoile luira sur nous. Donc voilà, bon courage à tous et puis à cet après-midi. Merci beaucoup, ma sœur. Merci beaucoup, Chantal. Merci, à cet après-midi et bon courage à toi aussi. Merci. Allez, courage, Cathy. Est-ce que Madame Ovaille est là? Oui, oui, elle est là. Oui, je suis là. Bonjour, on ne vous voit pas. Ah bon, je vais alors enlever la présentation, comme ça on se voit tout. Ah, d'accord, c'est pour ça. Voilà, je vais arrêter la présentation. D'accord, je veux juste m'assurer que Etonam est là. Oui. Oui, bonjour. Bonjour, ça va? Oui, ça va, merci. Monsieur Yapi est là? Disfing? Non, je vois Marilyn. Marilyn, bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Comment vas-tu? Ça va. Heureuse d'être Bon, avec vous. Ah, merci. Madame Marlene Bueno est une éco-bien solidaire hein, du Grenal depuis très longtemps. Oui. Je dis ça pour les éco-bio et les participants qui ne te connaissent pas, que tu es intervenu dans nos activités et surtout tu étais très proche de Madame Marlène Marty. Oui, tout à fait. Très proche. Voilà. La même génération hein, à l'université de Perpignan. Voilà. Oui. Donc, merci beaucoup d'être là avec nous. Merci à vous pour votre invitation. Je regarde. Rosine Abomo est là? Pas encore. Hein? Non, pas encore. Oh, Merlot est là, non? Je crois, j'ai vu. Je vais envoyer un message. Oui, mais je suis là. D'accord, comment ça va? Ça va bien, professeur, merci. Bon, bonne arrivée alors. Merci, professeur. D'accord. Ekobia Émilie? Oui, bonjour, je suis là. Comment ça va? Eh bien, ça va, merci. Et vous? Oui, ça va. Bonne arrivée à toi aussi. Merci. Ekobia Fernanda n'est pas connectée encore, je pense. Non, elle n'est pas connectée. Elle n'est pas connectée. Ekobia Princesse Adio? Oui, je suis là. Ça Bonjour va? à toutes et à tous. Je vais très bien, merci. Bonne arrivée. Alors. Merci. Bon, ça te parle, en Côte d'Ivoire, quand on dit bonne arrivée, ça dit beaucoup. Oui. Ok. Bon, mais là aussi, il y a un écho. Hein. Parce que je suis connectée sur deux appareils. Donc, je vais me déconnecter de l'autre. Voilà, s'il te plaît. Bien, on va commencer dans deux, trois petites minutes. Mais vous pouvez dialoguer entre vous, il n'y a pas de souci. Président Dako. Il s'est déconnecté. Bonjour, professeur Lavou. À qui j'ai l'honneur? Disfing Yapi, d'Allemagne. Ah, d'accord, oui. Ça va? Oui, je vais bien. Et vous? Oui, ça va, mais bonne arrivée alors. Ah, merci beaucoup, monsieur. Ça fait plaisir de vous rencontrer ici.
Ben oui, même si c'est par écran interposé, ça fait rien. OK. Juste vous signaler ma présence, je suis là. Oh, mais c'est gentil. Voilà, je me suis inquiété tout à l'heure. Non, j'avais des problèmes, j'avais des soucis avec mon ordinateur. Ah, d'accord. Donc, c'est résolu, là. Oui, c'est résolu. OK, ça marche. Dans le public, je ne sais pas si j'ai salué tout le monde ou moi, je ne vois pas tout, hein. En tout cas, bonjour au public qui nous accompagne. Ouais, tu peux regarder sur l'écran là de l'ordi et ils sont tous là, non? Ça se voit pas? Non. Élodie, c'est Élodie qui est entrée. Madame Pelan, c'est ça? Oui, oui. Bonjour, bonjour. Oui, voilà, je vois. Bonjour à vous, bienvenue, bonne arrivée. D'accord, ok, ça marche. Bon, mais est-ce qu'il s'est reconnecté, le maestro président d'ACO? Non. Elisabeth, bonjour. Vous m'entendez? Oui, bonjour, professeur. Je vous entends très bien. Comment ça va en Côte d'Ivoire? Ça va bien en Côte d'Ivoire et vous? Oui, ça va, ça va. Actuellement, Merci c'est la matin, donc là, il y a cette fraîcheur-là, mais bon, le soleil commence à sortir un peu. Ah, mais c'est génial, c'est génial. Merci de nous accompagner, hein. C'est un plaisir aussi. Merci à vous d'avoir organisé cela. Merci beaucoup, merci. Merci bien, bonne journée. Merci à vous pareillement. Anatole Ndris, bonjour. Merci. Anatole Ndris, est-ce que vous m'entendez? Non. Christ Lévy. Bonjour, professeur. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Ok, bonne arrivée. Merci, merci, merci à vous. D'accord, ok, merci de nous accompagner, hein. C'est un plaisir pour moi. Merci. Ekobia Sophia. Sophia, Ekobia. Est-ce que tu es là? Ekobia Cathy. Ekobia Cathy présente, je suis là, professeur. Voilà. Et président ne s'est pas reconnecté, hein? Je viens de l'appeler, il a dit qu'il ne va pas tarder à se reconnecter. Ah, d'accord, ok. Il avait un souci de connexion, il ne va pas tarder à se reconnecter. Merci beaucoup, parce qu'on ne va pas tarder. Je vous en prie. Je vous en prie, professeur. Il est en train de se connecter là, Jean-Patrice. Donc, oui. C'est là, professeur. Sophia, ça va? Ça grésille. Oui, il paraît qu'il a des problèmes de connexion. Mais là, mais elle est oui.
Oui, je pense. Mademoiselle Ovaillé, vous êtes à Limoges? Bah pour l'instant, non, je suis à Lille. J'habite à Lille, mais oui, je suis inscrite à D'accord. Limoges. Ah, d'accord, ok. D'accord. Bon, c'était pas très clair pour moi. Vous savez que demain, vous pouvez dire quelques mots hein, sur Oui, votre tout à fait. ancienne professeure. D'accord, ok. C'est libre, hein, vous dites ce que vous ressentez. Bon, mais maestro, on va commencer. Hein. Sinon, comme la journée est longue, on risque de... Ecovia Eugénie n'est pas encore là. Eugénie Jacquet. Elle va entrer plus tard. D'accord. Alors, bonjour, professeur. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui, oui. Mais il y a un écho. Allô? Oui, oui. Est-ce que tu nous entends? Tu m'entends Oui, bien? oui, là, je vous entends, oui, parce que j'étais obligé de me connecter avec mon portable, en fait. D'accord, ok. Voilà, donc je pense que ça va mieux. Ok, bon, mais tu peux couper ton micro, comme ça, on va commencer. D'accord. Bon, Kobio Palenque, on commence. Hein? Oui. Merci. Anatole Ndri, bonjour. Oui, bonjour, professeur. Vous êtes à Abidjan? Professeur, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ok, bonne arrivée. Donc, s'il vous plaît, coupez votre micro C'est compris, professeur. D'accord, merci. Micro et vidéo comme ça, voilà, merci. Bien, bon, on va commencer. Notre première journée d'études intitulée « Prise de parole subalterne noire, pratique de représentation, questionnement politique et identitaire, 20e, 21e siècle ». Que vous soyez en Afrique au pluriel, dans les Amériques, Caraïbes, en Europe, c'est avec beaucoup de gratitude et surtout d'émotion que je vous dis à Kouaba, que je vous souhaite la bienvenue, chères étudiantes, étudiants, chers collègues, chers amis, prenant part à ces journées d'études dédiées à la mémoire de Marlène Marty, Madame Marlène Marty. Même si elles sont défendues gentiment et avec distinction, nous, Ecobia et Ecobio, qui l'avons connue, des fois pendant une charge de temps longtemps, c'est mon cas, avions pour habitude chaleureuse de la désigner comme le poumon du Grenade. Il y avait moult raisons à cela, je ne les indiquerai pas ici. Sa disparition, aussi brusque qu'inattendue, au début du mois d'août 2021, est et restera un coup dur pour tout le monde, sa famille, ses amis et connaissances, ses collègues et étudiants. Madame Marlène Marty ayant toujours été une enseignante et chercheuse, je dirais insurgée, attentionnée, passionnée et rigoureuse, il était de notre devoir de consacrer à sa mémoire une journée d'études pleine, ancrée dans les questionnements qui auront finalement informé et irrigué son parcours intellectuel et universitaire. Cela est notable dans sa thèse de doctorat que j'ai eu l'insigne honneur d'accompagner et qu'elle a soutenue en début décembre 2010 dans notre université. Cela se voit aussi dans l'ouvrage qui est issu de cette thèse, dans ses différentes publications et communications.
dans les ouvrages qu'elle a co-dirigés quelquefois avec moi, dans ses interventions lors des jurys de thèse auxquels elle prenait part brillamment. Que ces thèses aient été préparées et soutenues à l'Université de Perpignan ou ailleurs. Ses bibliothèques personnelles, dont une partie, grâce à la bienveillance de sa maman, que je voudrais saluer ici, Marie Ledesma, a été récupérée par la bibliothèque universitaire de notre université. Ces bibliothèques témoignent tout autant de l'attention critique et civique que notre regretté ami et collègue portait aux questionnements qui vont faire ici l'objet de nos conversations, de nos échanges. Avant d'inaugurer à proprement dire cette journée, je vous invite toutes et tous à observer ensemble une minute de silence en sa mémoire. Cette minute sera accompagnée d'un chant en mienné qu'Ekovia Kati a bien voulu offrir à notre collègue. Pendant cette minute, Ekovio Palenkero Yeison aura aussi l'amabilité de la rappeler encore plus à nos mémoires à travers quelques photos que nous diffusons avec l'accord de sa famille, de sa maman, de sa cousine, Marie-Josée. C'est à toi, Ekovia Kati. Chugwe bebia noreti, nyegalwane chumoyo. Chugwe bebila ninoka, nyegalwane chumoyo. Chugwe bebila noreti, nyegalwane chumoyo. Chugwe bebila ninoka, nyegalwane. Awe mame wajeni mo, azingo midomiche. Azwe pugeze dienamo, tango nyenge kode naga. Uva la vie, uva la vie. Uva la vie, dawe awekenda, wibia ningosao, tina na wenge wekenda, nizingo ningosao, uva la vie, uva la vie, kai. Uva la vie, agnambie, uva la vie, uva la vie, awe mame wajeni mo, azingo mino miche, azwe pugeze dienanyo, tango nyenge kode mama, uva la vie, uva la vie, uva la vie, uva la vie. Merci beaucoup. Merci, Ekovia Kati. Merci, Ekovio Yeison. In praise to Marlène Marty, mouvement du Grenade, un ressassement autour du subalterne. En 2007, notre groupe de recherche, le Grenade, organisa sur 3 jours ses premières journées d'études internationales. Marlène Marty y a participé et contribué grandement. Lors des différentes réunions préparatoires et notamment lors de celles consacrées à la problématique qui sera privilégiée pendant ces journées, les discussions ont été vives et passionnantes.
Au final de compte, avec beaucoup de conviction et de persuasion, Marlène proposa une problématique qui sera retenue. Il lui semblait alors inconcevable et injustifié que le Grenal n'ait pas encore embrassé ouvertement dans ses séminaires et journées mémorielles, ainsi que dans les publications dont elle était à l'origine, la question des enjeux politiques et imaginaires, des effets de race dans les identités projetées en Amérique, Caraïbes, en Afrique au pluriel, en Europe, en Asie. Elle nous a ainsi positivement mis à la question et nous l'avons suivi dans son raisonnement. En un sens, les vifs débats politiques actuels au pays France, que ce soit dans les associations et syndicats, à l'université, dans les grandes écoles, dans l'arène politique, dans les médias de toutes sortes, dans les colloques et congrès, sur les réseaux sociaux, lui donnent en quelque sorte raison. Dans ces débats et joutes, pas toujours raisonnés ni raisonnables, souvent hystérisés, on parle et s'écharpe au sujet de la condition noire, des sujets racisés, du wokisme, représenté comme une idéologie néfaste importée des États-Unis. On s'invective et éructe au sujet du cancel culture, un autre produit d'importation jugé maléfique. On met en garde contre l'idée de repentance, de racisme antiraciste, de racisme anti-blanc, de concurrence victimaire, de sanglots de l'homme blanc, de l'ethno-racialisation coupable des rapports sociaux. On déblatère sur l'idée du grand remplacement, pour le coup, une importation états-unienne qu'on feint d'ignorer. On dénonce les ressentiments agressifs malsains des minorités actives et organisées. On s'essaie vainement à prouver la matérialité et la réalité d'un racisme structurel ou institutionnel ou d'État. On déboulonne des statuts historiquement connotés. On s'interroge sur les lieux de mémoire plébiscités officiellement, sur la place que doivent occuper les mémoires de l'esclavisation, mais aussi de la colonisation dans l'histoire européenne, dans l'histoire du pays France, mais aussi dans les récits pédagogiques nationaux, à savoir les musées, les monuments, les manuels scolaires qui étaient chers à notre collègue disparu, les littératures nationales, les cinématographies, les arts visuels, etc., etc. Les actes de ces journées internationales, publiés sous le titre suivant « Imaginaire racial et projection imaginaire » dans la collection Études des presses universitaires de Perpignan, sont aujourd'hui devenus un ouvrage de référence dans le milieu universitaire national et transnational, bien au-delà même de nos espérances. Nous les avons coédités ensemble, Marlène Marty et moi. Elle s'est en outre occupée de la 4e de couverture. Au fond, les débats dont il a été question précédemment, dans ces débats, qui est réellement autorisé à parler? Quelle est la part du privilège de l'ignorance ou des dénis et dénégations butées dans tout cela? Et puis, si l'on ne sacrifie pas à la ruse du présentisme, à la critique ordinaire, aux invectives et à une socio-anthropologie de bazar, l'on est en droit de s'interroger sur ce qui s'exprime dans ces dires. Que disent-ils du pays France, de ses peurs, de ses fantasmes, de ses crispations? Qu'est-ce qui est finalement dit pour ne pas dire ou pour dédier? Quels sont les schèmes d'intellection auxquels il faut absolument sacrifier pour espérer être entendu? Qui sont finalement les ayants droit à prononcer sur l'idée hégémonique de pays France? En partant de ces questionnements, qui, nous devons le reconnaître, ne sont pas exclusifs, à pays France, on s'aperçoit, et si on s'en donne la peine et les moyens, qu'instruire la question du discours subalterne, la question de la subalternité n'est absolument pas chose aisée. La plupart de celles et ceux qui s'y intéressent sérieusement, c'est-à-dire au-delà des postures de confirmation, au-delà des polémiques vaines,
orientés bien souvent par une logique de retournement idéologique détestable, par des preuves par l'absurde, s'accordent bien volontiers à le reconnaître. Ainsi donc, et contrairement à ce que les montreuses et les montreurs de la science vraie s'évertuent à le faire croire, nous ne sommes pas face à un credo, à un mantra, encore moins face à l'une des multiples manifestations, comme ils disent, de l'imposture scientifique qui gangrenerait les universités euro-occidentales. Je ne voudrais pas ici, dans cette parlure, donner l'impression de découvrir la lune ou d'inventer l'eau tiède. C'est plutôt un partage d'inquiétudes épistémologiques et critiques que je vous invite, que nous vous invitons pendant cette journée d'études. D'où l'idée de ressassement que comporte mon titre. Ressassement qu'on ne confondra pas avec cantilène, avec une répétition simple ou mimétique. On sait désormais, grâce aux travaux de Jacques Derrida et à ceux d'autres universitaires et chercheurs, notamment Homi Bhabha, à travers son idée de mimicre, que la répétition déborde largement le sens que lui confèrent les dictionnaires ou le sens commun. Elle est fondamentalement critique dans la mesure où elle engage toujours et déjà une temporalisation, une différence avec A, pour reprendre dans ces deux cas Jacques Derrida, elle engendre des écarts et des déplacements. Je dirais même que les textes culturels populaires légués par les esclavagés noirs dans les Amériques Caraïbes attestent et témoignent aussi de leur côté de ces vérités critiques. Les travaux autour du discours subalterne, de la subalternité, sont désormais foisons. Les critiques à leur égard le sont tout autant, je dois dire. C'est en tenant compte autant que faire se peut de tout cela et en privilégiant un point de vue herméneutique particulier, mais non exclusif, ni clos, que je vous propose ce qui suit. Tout d'abord, je ne me livrerai pas à un exercice de définition que l'on serait en droit d'attendre de ce que c'est que subalterne ou de l'étant subalterne. En guise de prémisse, je vous inviterai plutôt à considérer que le tenant-lieu de la figure du subalterne et de son discours émerge à l'intersection de relations polymorphes complexes. Celles-ci font toujours signe à une histoire, au pouvoir et à son exercice, à l'économique, aux sexualités, à l'ethno-racialité, ce n'est pas un gros mot, rassurez-vous, au genre, à la politique, à la représentation. Ce terme ou cette catégorie doit être entendue ici dans son double sens, à savoir parler d'eux, on parle alors de représentation mimétique, ou parler au nom d'eux. Dans ce cas, il s'agit de la représentation politique. S'intéresser à la subalternité revient ainsi à prendre acte de cet ensemble intriqué, mais aussi des luttes visant à interroger et dévoiler ses fondements idéologiques, à ouvrir des fissures dans son ordonnancement souvent naturalisé. C'est ce que j'entends pour ma part provisoirement par prise de parole subalterne. Elle n'est cependant pas réductible à sa matérialité quantitative. Elle est avant tout qualitative et critique, au sens où elle entend toujours porter à leur acmé les contradictions actives qui structurent l'ordonnancement du social naturalisé. Pour toutes ces raisons, il n'y a pas et ne peut y avoir de métaphysique du subalterne ou de son tenant-lieu. Malgré les controverses et les rejets qu'elle suscite, des fois à très mauvais escient, malgré les anathèmes qu'elle suscite, nous ne devons pas avoir peur d'accueillir et de faire nôtre cette catégorie critique, surtout dans ce moment global qui, loin de tout niveler, de créer artificiellement une prolifération des identités marchandes, redistribue et consolide
l'encombrement du monde, réactive des enjeux de race, légitime un ordre du monde hérité, diversement vécu et subi dans les différentes régions du monde par les sujets qui y vivent, qui en vivent ou qui les traversent. Le discours néolibéral content aura, mais faut-il s'en étonner, une lecture enchantée et enchanteresse contraire à ce qui vient d'être dit. Sans exclusive aucune, parce que nous ne sommes pas sectaires, la région du monde privilégiée par cette journée d'études sont les Amériques Caraïbes, singulièrement l'Amérique dite latine. Pour être connu, la genèse et la querelle au sujet de ce nom, qui accompagne et coexiste avec d'autres, ne doivent pour autant pas être perdus de vue. Car parler comme l'a fait Nelia González dans les années 1970 de América Latina, c'est à la fois s'inscrire dans cette genèse querelle, mais aussi l'interroger à partir d'un point de vue herméneutique critique, à partir singulièrement des coprésences noires et indiennes. Gardant néanmoins toujours à l'esprit que chacune de ces deux catégories sociales et ethno-raciales ne constitue en rien un monolithe. Elles sont toutes les deux traversées par des temporalités contradictoires, par des différences régionales, par des rapports de pouvoir, par des luttes pour la définition et la reconnaissance-méconnaissance de ce que noir et indien, au féminin aussi, veut dire ou peut vouloir dire et signifier. Tous les deux, cela me semble par contre incontestable, sont confrontés à l'hégémonie raciale de la blancheur, au racisme, à la nécropolitique, d'où généralement les puissants affects transrégionaux et transnationaux que ces membres partagent et qui bien souvent opèrent comme des vecteurs de mobilisation politique active très importante. Si nous sommes d'accord que la dénomination, ou ce que les Américains appellent le Xing, a fondamentalement partie liée aux luttes subalternes, nous devrions aussi reconnaître que l'acte de dénommer, de renommer, ne gomme absolument pas la mémoire du déjà là nominal, ces trajets de sens matérialisés, institutionnalisés et internalisés, qui à la fois assurent et garantissent, même sous forme d'aporie, des effets de reconnaissance, des effets de méconnaissance politique et imaginaire. De ce point de vue, qu'en serait-il de América Latina? À l'aune de quoi pourrait-on apprécier et mesurer sa performativité politique et imaginaire? Le combat politique, les réflexions ainsi que les travaux de cette intellectuelle militante et activiste afro-brésilienne demeurent encore à ce jour largement méconnus en pays France, en Afrique, qu'elle n'a pourtant jamais perdu de vue, dans les Amériques et Caraïbes. On commence à peine à les redécouvrir au Brésil, son propre pays. Ainsi, sous la présidence de ma collègue professeure Mara Viveros Digoya, de la Universidad Nacional Bogotá en Colombie, l'association LASA, Latin American Studies Association, leur a consacré un congrès il y a de cela 2 ou 3 ans, si je ne m'abuse. L'ensemble des travaux de ce congrès grandiose est disponible gratuitement sur le site dédié de l'association. Je vous invite à les découvrir et à en faire un bon usage critique. Au-delà de l'amitié intellectuelle et fraternelle qui nous lie depuis plus de 20 ans, je mesure donc bien le privilège que nous accorde Prof. Mara Viveros en acceptant de présenter tout à l'heure gratuitement une communication dans cette journée d'études. Au demeurant, elle est désormais l'une des voix qui compte au plan général de la critique culturelle latino-américaine et singulièrement au plan de la critique féministe. Dans sa communication, en partant de l'angle d'étude qu'elle a librement choisi, elle aura l'occasion de revenir sur la pertinence et la fécondité critique de la pensée de Nelia González. Nous aurons ainsi le loisir d'y voir un peu plus clair en dialoguant avec elle. La journée d'études est aussi dédiée à cela,
Sentez-vous donc libre le moment venu de lui poser des questions en français ou en espagnol, de dialoguer avec elle. Ce n'est que tout récemment que j'ai découvert les travaux de Nélia González. J'ai fait état de leur pertinence aux écobio, co-organisateurs de ces journées. Nous avons ainsi ensemble choisi d'en faire un sujet d'échange avec les doctorants, doctorantes, les récents docteurs du Grenal, du CRESEM, ainsi que d'autres centres de recherche. L'idée générale pour nous était de comprendre jusqu'à quel point les réflexions et propositions de Nélia González pouvaient nous aider à mieux appréhender et comprendre les enjeux de ce qu'on représente comme la prolifération actuelle du discours subalterne, en tout cas vu du côté de Noirs et d'Indiens en Amérique caraïbe. S'agit-il d'un gadget encouragé en grande partie par la numérisation capitaliste galopante de notre monde, comme dirait Edouard Glissant? S'agit-il des effets de la circulation mondialisée, de la ruse, de la raison impérialiste contre laquelle mettait en garde Pierre Bourdieu, désormais disparu? S'agit-il d'une mélancolie néocoloniale dont seraient victimes les subalternes noirs et indiens qui, à défaut de pouvoir changer radicalement leurs conditions, se retrouvent ainsi piégés par un discours compensatoire exclusivement ou prioritairement centré sur leur identité bafouée par le capitalisme dit blanc et ses nombreux avatars? S'agit-il de tout autre chose? Dans le même ordre d'idées, vu que Nélia González revendique et pose ces deux coprésences comme devant constituer les fondements irréfragables des formations sociales, culturelles, politiques, raciales, linguistiques de América Latina, on voulait savoir et comprendre quel genre d'alliance et de collaboration ponctuelle ou pérenne il était possible d'envisager, de promouvoir ou de consolider entre Indiens et Noirs. Que ce soit au niveau local, régional ou transnational. Bien évidemment, en tenant compte toujours des singularités de leur agenda politique et culturel. Reposer la question de ces alliances et collaborations est tout sauf anodin. En effet, on sait que jusque dans les décennies 80-2000, qu'on a désigné comme le moment culturel, l'européocentrisme ainsi que l'indigénisme, même en position subalterne, constituaient encore, mais cela a-t-il fondamentalement changé? On pourrait se poser la question, constituaient les deux pendants de l'anthologie politique de l'Amérique dite latine imaginée. El Día de la Hispanidad, le registre général des monuments à la gloire de ceci ou de cela. Les fouilles archéologiques, les blasons, les musées, les hymnes nationaux, les modèles culturels plébiscités, les langues officielles, les constitutions, l'organisation de l'école, de l'université, des écoles normales, les programmes d'enseignement et de recherche, les manuels scolaires, la représentativité politique en témoigne encore un peu. Il s'agit là d'un constat, je veux croire, de bon aloi que nous pouvons tous et toutes partager, même si la lecture que l'on peut en faire laissera place forcément à un conflit d'interprétation. C'est heureux, je dirais. Poursuivons. En partant du projet d'écriture théorique et critique du Grenal, on devrait logiquement, dans le cadre de cette journée d'études, se poser la question abyssale de ce qui réellement marque, détermine et fonde la subalternité noire dans les Amériques caraïbes. Et là, vous me permettrez d'ouvrir et soumettre à la réflexion une série non exhaustive de questionnements. S'agit-il du fait que, d'un point de vue socio-économique, elle émarge largement dans la misère et qu'elle soit la victime privilégiée de la nécropolitique? Cela est-il dû à une histoire violente, en l'occurrence l'esclavisation, et les mémoires qui y sont liées, qui cependant demeurent encore largement assaillies ou mises sous rature?
Faut-il y voir l'une des conséquences de ce que je désigne comme citoyenneté différée, doublée d'une représentation politique incongrue et constamment précaire, jusqu'y compris dans les régions où noir est majoritaire? Est-elle due à un mépris racial et culturel institué et constamment rejoué, fondé par ailleurs sur une représentation idéologique active de l'Afrique noire comme atavique et primitive? Des pathologies que partageraient, outre le gène de la servitude, de l'esclavisation, ses descendants dispersés dans les Amériques caribes, ce qui rendrait ces derniers fondamentalement hétérogènes aux identités hégémoniques imaginées de ces régions du monde. Il me semble que si l'on ne peut faire l'économie de ces questionnements noués, on doit, au moment de les aborder, le faire avec toute la rigueur et la prudence que cela requiert. Par exemple, au plan individuel, même si on en porte la couleur et d'autres stigmates assignés qui engagent, est encore subalterne lorsqu'on est ou a été une éditrice saluée, une journaliste de renom, un syndicaliste au pouvoir de mobilisation incontestable, un chirurgien réputé, une mannequin trustant les podiums de mode, un prédicateur adulé, un cinéaste ou vidéaste connu, un président de la République, une vice-présidente, une candidate à l'élection présidentielle, une députée, un sénateur, un auteur ou une autrice acclamé et des fois adoubé par de grands prix littéraires, une influenceuse aux millions de followers, un général de la plus puissante armée du monde à ce jour, une haute fonctionnaire de son État, un sportif hors pair, un musicien, une chanteuse acclamée, un professeur exerçant dans une université, fameuse ou pas, une docteure, un doctorant, une banquière ayant pignon sur rue, un bourgeois, un multimillionnaire, un conseiller municipal ou régional, un maire d'une très grande agglomération. Loin du champ de signe de l'émancipation individuelle par le travail ou par le mérite seul, cher au discours néolibéral, si j'ai tenu à évoquer ces réussites qu'on peut rapprocher de tel ou tel autre parcours connu ou documenté de certains sujets noirs, c'est pour rappeler au moins deux choses. Tout d'abord, on n'est pas uniment subalterne parce que l'on porte tel ou tel autre stigmate social contraignant. Ensuite, il s'agissait de mettre en tension la coupure souvent réitérée entre les dominants et les groupes subalternes ou subalternisés en rappelant la multiplicité des parcours parmi les sujets généralement perçus comme subalternes. Ceci étant dit, si du point de vue de la représentativité sociale, mais aussi de la performativité des régimes du visuel qui souvent l'accompagnent, on peut se féliciter de ces ascensions ou réussites, il est permis de se demander si ces différentes positionnalités, des fois conjuguées ou croisées, donnent ou confèrent automatiquement droit à un pouvoir d'agir, à l'ordre du discours hégémonique, à une prise de parole publique reconnue. Finalement, à quelle logique de champ et les rapports de pouvoir qui les fondent, à quelle histoire faussement enfouie mais pas refroidie, à quelle représentation au long cours, à quel accommodement et arrangement ces sujets émergés sont-ils constamment assujettis et confrontés dans leur reconnaissance ainsi que dans l'exercice de leur métier, y compris au quotidien. Au niveau collectif, deux interrogations. Tout d'abord, quel rapport peut-on raisonnablement attendre entre ces sujets émergés et les groupes subalternes dont ils et elles sont issus
ou auxquels on les rattache, bien trop souvent. Même en régime de démocratie libérale, leurs paroles, lorsqu'ils et elles prennent part au débat public sur les asymétries sociopolitiques, les brutalismes et autres épreuves existentielles que subissent ces groupes, est-elle audible? À quel titre parle-t-il, parle-t-elle? À quel titre sont-elles sommées de le faire? Deuxièmement, du point de vue de la démocratie sociale ou en dehors de celle-ci, quel rapport les subalternes devraient-ils avoir avec l'État, on dit de droit, sa raison, ses prérogatives, ses rituels, les institutions qu'il incarne et le matérialise, ses intellectuels organiques, ses forces de répression? En parallèle à cette question, il conviendrait de reprendre à réfléchir à ce que l'on désigne par État. En attendant, l'État que je ne vais pas colorier, parce que c'est une impasse que de le faire, est souvent représenté tour à tour ou simultanément comme Léviathan, protecteur, régulateur ou correcteur des inégalités et injustices, par exemple à travers une politique de petits pas, tokenisme, qui bien souvent désespère les groupes subalternes confrontés aux injustices, aux pratiques discriminatoires, aux brutalités policières, à la mort lente, à la vie précaire. L'État peut-il réellement assurer et garantir la reconnaissance des agendas politiques des subalternes sans se dissoudre, sans engager la question de sa légitimité en tant que garant de l'ordre social, par ailleurs gros d'injustice et d'inégalité? En termes d'éco-ethno-génocide, l'évidence montre que les populations subalternes indiennes et noires du Guatemala, de Costa Rica, du Brésil, de l'Équateur, de la Colombie, du Mexique, de la Bolivie, de Trinidad-Tobago, d'Honduras, pour ne citer que ces exemples, mesurent bien dans leur vie quotidienne les effets de l'alliance entre l'économie mondialisée, le loisir, les traités commerciaux, les multinationales prédatrices et les États des pays cités. N'est-ce pas, mutatis mutandi, la même chose dans la plupart des pays d'Afrique, où l'on peut aussi déplorer cette même collaboration aux conséquences tout aussi néfastes pour l'immense majorité de ces populations? Notre collègue, Madame Sonia Viveros, en partant de l'expérience des luttes noires en Équateur, reviendra certainement cet après-midi, en fin d'après-midi, sur cet ensemble de questionnements complexes. Nous aurons ainsi l'occasion d'échanger avec elle à ce propos. J'espère que sa participation signera par la suite une collaboration active entre notre groupe, le Grenade, pour ainsi, et elle, et son association, pour ainsi donner à connaître les ondes noires encore largement méconnues par l'ordre hégémonique de nos disciplines. Pendant cette journée d'études, les doctorants et doctorantes, les récents docteurs et docteurs auront à proposer, vous aurez à proposer une traversée critique de la subalternité ou du subalterne, des conditions sociopolitiques et imaginaires de sa prise de parole, effective ou empêchée, voire même s'exprimant dans les interstices du discours hégémonique. Vous le ferez à partir d'épistémés et de corpus librement choisis. Comme indiqué dans l'appel à communication et rappelé par la suite, vous êtes invité à proposer un état de lieu de vos recherches, de vos travaux, et non un travail ou une communication, disons, aboutie. Pour des raisons pratiques, et j'en finis, je voudrais rappeler un certain nombre de choses. Ecobia Fernanda interviendra finalement l'après-midi
en lieu et place d'Ecovia Émilie empêchée, même si elle nous suit. Les interventions ne doivent pas dépasser le temps imparti. Je n'en suis pas l'exemple, j'en suis désolé. Les modératrices et modérateurs sont priés d'y veiller. Les échanges n'auront lieu qu'à la fin de chaque session, sauf après les communications respectives de Madame Mara Viveros et de Madame Sonia Viveros. Le public ne pourra intervenir qu'en chat. Sauf demande expresse de ma part, j'inviterai tout le monde à couper micro et vidéo. Les questions posées, les instantanées, les photos, seront publiées en même temps que l'enregistrement de cette journée d'études dans les prochains jours, grâce à la gentillesse et à la prévenance du maestro palenquero Dr. Yeson Arcadio Meneses Copete. Au nom du Grenal Cresem et des co-organisateurs de cette journée, Princessa Djongo Rosine Boussou, Ecobia Eugénie Jacquet, Ecobio Solidaire Ariel Tapia, Ecobia Émilie Leroux, Ecobio Palenquero Yeson, déjà cité dans sa plénitude, que je remercie vivement ici pour leur participation active à la préparation de cette journée. Je vous souhaite à toutes et tous une belle et féconde journée d'études. Merci aux intervenants qui ont trouvé quelque intérêt à la thématique de cette journée d'études. Merci au public attentif qui nous accompagne. Je cède tout de suite la parole à Ecovia Cathy pour la modération de la première journée. Je vous remercie.